Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal. Cette semaine, la rédaction consacre son attention à la question de l'approfondissement des relations de coopération entre l'Afrique et la Turquie. Nous reviendrons également sur la problématique de la résilience climatique de l'Afrique face aux défis de catastrophes naturelles. Dans le même temps, nous jetterons un regard sur les actions de la SADC pour faire face au chaos post-électoral au Mozambique. Reportage et analyse à suivre dans un instant. Le continent africain qui émet une part négligeable des gaz à effet de serre responsables du changement climatique est pourtant l'une des régions les plus vulnérables aux impacts de ce phénomène. Sécheresse, inondations, érosion côtière, vagues de chaleur affectent des millions de personnes sur le continent. En moyenne, les pays africains perdent 2 à 5% de leurs produits intérieurs bruts pour la lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes, selon les Nations Unies. Philomène Tini. L'Afrique reste très vulnérable au changement climatique, bien qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. D'ici à 2030, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique si des mesures d'adaptation adéquates ne sont pas mises en place selon les Nations Unies. Face à ces défis, le continent s'engage à des démarches d'adaptation visant à réduire les risques climatiques et à améliorer la résilience des communautés. When it comes specifically to climate, it's true that Africa is the hardest hit. Lorsqu'il s'agit spécifiquement du climat, il est vrai que l'Afrique est la région la plus touchée par le changement climatique, la plus durement touchée par le climat, les catastrophes climatiques et celle qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique est à l'avant-plan et au centre de la scène lorsqu'il s'agit de solutions concernant les problèmes climatiques. Africa is front and center when it comes to any solution regarding the climate issues. Le développement résilient au climat en Afrique nécessite des investissements. À cet effet, des stratégies ont été mises en place afin d'impulser des actions transformatrices en matière d'adaptation climatique. C'est ainsi que la Banque africaine de développement a lancé en 2021 le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, avec un objectif ambitieux de mobiliser 25 milliards de dollars d'ici à 2025. Le programme a pu mobiliser 9,22 milliards de dollars en 2023. L'objectif est de renforcer l'unité sur le continent afin que l'Afrique puisse parler d'une seule voix sur les questions de changement climatique. Il faut aussi examiner les ressources nationales dont nous disposons et leur potentiel en termes de création d'une contribution à la lutte contre le changement climatique, en particulier lorsqu'il s'agit de questions de décarbonisation. L'Afrique est un continent largement dépendant de l'agriculture. Pour la région d'Afrique subsaharienne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture fait noter qu'en moyenne, la part de l'agriculture dans le PIB national est de 15%. Cependant, la variabilité climatique croissante perturbe les cycles agricoles et menace la stabilité des systèmes alimentaires locaux. 62% of our population. Notre population dépend de l'agriculture dans les zones rurales et avec le changement climatique, ce sont les personnes les plus impactées négativement par le changement climatique. Il faut des investissements dans la résilience de ces communautés afin qu'elles puissent s'adapter et, plus important encore, qu'elles puissent sortir de la pauvreté. Le changement climatique est un défi de taille pour l'Afrique. Selon les experts, le continent dispose de nombreuses opportunités pour renforcer sa résilience. Pour cela, il est crucial que l'adaptation soit placée au cœur des politiques publiques. L'Afrique est en première ligne face à la crise climatique. Les chocs et les facteurs de stress climatique ont d'ailleurs déjà perturbé la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes sur le continent africain. Ainsi, dans une perspective d'en atténuer les effets, le collectif africain pour la justice climatique œuvre sur la réflexion des différentes stratégies à même d'impulser les décideurs et les investisseurs africains à mettre la lutte contre le changement climatique au centre de leurs intérêts. Plus de précisions avec Marie-Raphaël Intolo.
Entre 2021 et 2022, l'Afrique n'a reçu que 20% des flux financiers mondiaux, soit 13 milliards de dollars pour l'adaptation au changement climatique. Ce constat est fait alors que l'Afrique est l'une des régions les plus touchées par les défis climatiques dans le monde. Dans l'espoir de réduire l'exposition de l'Afrique face au changement climatique, le collectif africain pour la justice climatique amène la jeunesse africaine à davantage s'impliquer dans la bataille contre le changement climatique. Ceci en vue de créer une plateforme de réflexion assez outillée dont les études pourront impulser les décideurs régionaux à davantage œuvrer pour le continent. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique est un grand réseau de la société civile en Afrique qui travaille sur le climat et qui est représenté dans 51 pays africains par plus de 1000 organisations sur l'étendue du continent. Au cours des 2 dernières décennies, les catastrophes liées au climat ont touché 337 millions de personnes sur le continent africain. Les cyclones Idai et Kenneth ont frappé la côte Est en succession rapide en 2019, provoquant 46 morts et des dégâts estimés à 2,3 milliards de dollars. Les inondations ont touché davantage de personnes ces dernières années, tandis que les sécheresses se révèlent plus meurtrières. Les inondations représentent 32% des décès liés aux catastrophes et les sécheresses 46%. Le climat affecte les opportunités d'emploi sur le continent africain. L'Afrique compte un très grand nombre de jeunes qui perdent leur emploi en raison des changements climatiques. Nous avons besoin que soit accordée une plus grande priorité au climat en accordant un espace plus grand pour les jeunes dans la lutte contre les changements climatiques. En plus des générations de colonialisme et d'exploitation, les Africains sont aujourd'hui confrontés à une destruction et une dépossession accrue de leurs ressources les plus essentielles sous forme d'accaparement et de pollution des terres, de l'eau et des forêts au profit des guerres extractives. Nous nous concentrons davantage sur la taxe carbone car elle est importante. Les pays sont très touchés, les pays en souffrent. L'Afrique a tellement de ressources nécessaires pour s'en sortir. Cependant, les pays riches continuent de s'enrichir. Soulignant que le collectif africain pour la justice climatique est actuellement composé de 32 organisations et mouvements partenaires de femmes, de communautés paysannes, de citoyens africains et d'autres qui luttent pour la justice climatique. En plus de leurs efforts, existait déjà celle des gouvernements en matière de climat et ainsi que le plan d'action de l'Union africaine pour la relance verte. En août 2024, 1,2 million de personnes ont été touchées par des inondations au Nigeria, tandis qu'un nombre similaire a souffert de la sécheresse en Namibie entre avril et juin. Malgré ces chiffres alarmants, la résilience des États africains face au changement climatique est faible, avec seulement 1 à 4% de leur budget consacré à la lutte contre les catastrophes naturelles. Actuellement, 45% des États ont un système d'alerte précoce, mais seuls 32 disposent de systèmes de suivi des données pour évaluer les risques. L'Union africaine a signé le cadre d'action de Sendai et développé un cadre pour les systèmes d'alerte précoce. Analyse de Mildred Yamo. 1,2 million de personnes touchées par les inondations au Nigeria en août 2024, le même nombre de victimes de la sécheresse en Namibie entre avril et juin. Telle est l'étendue des phénomènes climatiques extrêmes sur l'ensemble des pays du continent africain. En dépit des chiffres alarmants, la résilience des États africains face au changement climatique reste faible. En effet, les pays ne consacrent que 1 à 4% de leurs budgets nationaux à la riposte contre les catastrophes naturelles, principalement celles liées au changement climatique. We urge you, our parliamentarians, to continue championing effective. Nous exhortons nos parlementaires à continuer de défendre la formulation de politiques et de législations efficaces et efficientes en matière de gestion de risques de catastrophes dans nos pays à travers divers organismes continentaux et régionaux, en introduisant et en soutenant activement des projets de loi qui favorisent l'intégration de la réduction des risques de catastrophes, garantissant des allocations budgétaires adéquates pour l'initiative dans une approche multisectorielle et holistique. Le défi de la préparation des États africains aux événements climatiques extrêmes réside dans la collecte de données. Actuellement, 45% des États africains disposent d'un système d'alerte précoce. Or, seuls 32 pays ont mis en place des systèmes de suivi des données nécessaires au développement des profils de risque. As member states, the onus lies upon us
En tant qu'État membre, c'est à nous l'honneur de veiller à ne pas être pris au dépourvu ni préparé. Nous devons honorer le changement de paradigme consistant à être proactif et non réactif dans nos engagements visant à faire face à ces graves risques de catastrophes et à renforcer la résilience de nos pays afin de protéger nos communautés et garantir que nos aspirations de développement à long terme ne déraillent pas. Our communities and in order to ensure that our long-term developmental aspirations are not derailed. Les pays membres de l'Union africaine ont signé le cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Par ailleurs, l'organisation panafricaine s'est dotée du cadre africain pour les systèmes d'alerte précoce multirisques et l'action précoce, à travers lequel elle invite les communautés économiques régionales, les autorités locales et le secteur privé à l'action. Le programme du système africain d'alerte précoce et d'action précoce multirisque ouvre la voie à l'amélioration de notre préparation aux risques. Ce programme, notamment grâce à la création de salles de crise et à la fourniture d'avis en temps opportun, permet aux pays africains de surveiller et de réagir rapidement aux risques en préservant les vies, les moyens de subsistance et les infrastructures. Les investissements accrus dans la réduction des risques de catastrophes sont essentiels pour préserver les acquis de développement réalisés par le continent au cours des 4 dernières décennies. Les catastrophes naturelles liées au changement climatique font perdre aux pays africains environ 4% de leur produit intérieur brut. D'ici 2040, les températures devraient s'élever à 35 degrés Celsius en moyenne pendant 61 jours par an. Un indice 4 fois plus élevé en Afrique que dans le reste du monde, relèvent les perspectives des experts. L'actualité de nos régions signée cette semaine par Paul-Marcel Mayagui, c'est d'abord en zone CEDEAO l'adoption d'une feuille de route pour réduire les prix des vols. L'EAC veut améliorer l'employabilité des diplômés de la région. Enfin, pour ce qui est des élections générales en Namibie, la SADC déploie une mission d'observation électorale. Une feuille de route a été adoptée par les ministres des Transports de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour réduire les prix des billets d'avion dans la région. Selon un communiqué publié le 12 novembre 2024, cette feuille de route propose, entre autres, la suppression des taxes jugées non conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ainsi qu'une réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité. Cette mesure, ainsi qu'une série de recommandations pour résoudre les défis du secteur, seront présentées au prochain Conseil des ministres et sommet des chefs d'État de la CEDEAO en décembre 2024. Si elles sont adoptées, des réformes prendront effet dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2026. De l'avis des experts, la suppression des taxes et frais qui représentent environ 50% du coût total des billets dans la région pourrait entraîner une baisse significative des prix des vols. En Afrique de l'Est, plus de 50% des diplômés universitaires n'arrivent pas à trouver un emploi, d'autant plus dans le secteur qu'ils ont étudié selon le Conseil interuniversitaire pour l'Afrique de l'Est. Pour pallier le problème, la communauté de l'Afrique de l'Est élabore un plan visant à améliorer l'employabilité et à réduire le chômage dans une région où plus de 60% de la population a moins de 35 ans. En plus de contribuer à l'adéquation entre l'offre de formation et le marché du travail, la CAE étudiera également des mesures à prendre pour améliorer la qualité et l'accessibilité de l'éducation à travers l'Afrique afin que les jeunes d'Afrique de l'Est puissent devenir des champions du développement, du progrès technologique et économique que l'Afrique désire. La mission d'observation électorale de la Communauté de développement de l'Afrique australe a été déployée en Namibie pour les élections générales prévues le 27 novembre 2024. La mission dirigée par l'ancienne présidente du Parlement tanzanien, Anne Zemamba Maginda, surveillera les phases préélectorales, électorales et post-électorales. L'équipe consultera également les différents acteurs électoraux pour comprendre l'environnement politique et sécuritaire de la Namibie et évaluer l'état de préparation de la commission électorale de Namibie. De l'avis de certains experts, le déploiement de la mission d'observation électorale de la SADC constitue une étape clé dans la promotion
de l'intégrité et de la crédibilité des élections en Namibie et dans le soutien d'une transition pacifique et démocratique. 5,2 millions de dollars seront alloués aux petites et moyennes entreprises au Kenya par le Royaume-Uni. Créé en collaboration avec FSD Africa, une institution de financement du développement, ce fonds a pour ambition de mobiliser 300 millions de dollars pour renforcer le tissu économique kényan en facilitant l'accès au crédit pour les PME. Samantha Sabero nous en dit plus. Le gouvernement britannique, en partenariat avec FSD Africa, a annoncé le 5 novembre 2024 octroyer 5,2 millions de dollars pour améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Kenya. Dirigé par FSD Africa, une institution de financement du développement, le fonds vise à mobiliser 300 millions de dollars pour soutenir les entreprises locales et stimuler la croissance économique. Nous devons réduire le coût des emprunts pour les Kenyans. Ce fonds renforce encore davantage la panoplie d'outils financiers du Royaume-Uni au Kenya, qui a soutenu la création d'emplois à long terme et la croissance économique pendant de nombreuses années. Il profitera à tous les travailleurs acharnés de ce pays. Les PME kenyanes sont souvent confrontées à des taux d'intérêt pouvant atteindre 40%, ce qui freine considérablement leur croissance. Le nouveau fonds devrait permettre de répondre à ce défi en proposant des crédits abordables, en réduisant les coûts d'emprunt et en permettant à un large éventail d'entreprises de prospérer. 170. Avec 107 milliards d'euros à peu près, nous ne sommes même pas en mesure de récupérer ce qui a été perdu, soit environ 1,92% du PIB. Ce n'est donc pas tout. Nous n'allons pas récupérer tout ce que nous avons perdu dans le domaine financier et l'intention de cette mesure est également de s'assurer que nous ne perdons pas sur les bonnes propositions. Le fonds encouragera également les investissements des fonds de pension et des investisseurs institutionnels kenyans, garantissant ainsi des avantages à la fois pour les portefeuilles et pour l'économie dans son ensemble. Le premier tour de levée de fonds du fonds vise à lever 100 millions de dollars, dont 240 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels kenyans et 60 millions de dollars auprès de bailleurs de fonds internationaux. Si nous continuons à emprunter, en particulier sur le marché intérieur, cela signifie que les taux d'intérêt resteront élevés, que les entreprises ne seront pas en mesure d'emprunter et que les entreprises privées seront évincées. Le fonds projette de soutenir 10 000 PME, avoir un impact sur 50 000 ménages et créer près de 90 000 emplois. Grâce à sa large portée sectorielle allant de l'agriculture à la technologie, le fonds réduira les coûts d'investissement pour les entrepreneurs de tous les secteurs, notamment les petites et moyennes entreprises représentant 98% des entreprises et assure une part importante de l'emploi du pays. L'une des élections les plus intrigantes du continent en 2024 aura lieu en Namibie. Le pays élira le 27 novembre un nouveau président après le décès du président en exercice, H. Geingob, qui devait se retirer à l'issue de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Le porte-drapeau de la South-West Africa People's Organization sera la vice-présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah, la première candidate du parti à la présidence. Netumbo Nandi-Ndaitwah aura pour principal challenger le président du parti indépendant Patriot for Change, Panduleni Itula, qui a obtenu 30% des voix lors de l'élection en 2019, le résultat le plus élevé de l'opposition lors d'une élection présidentielle. Job Amapunda, le leader du Affirmative Repositioning, et Ali Angula, un candidat indépendant soutenu par 3 partis qui ne sont pas représentés au Parlement, sont aussi des concurrents importants. Le même 27 novembre, 1 449 569 électeurs namibiens éliront également les 104 membres de l'Assemblée nationale.
La troisième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur les transports et l'énergie se tiendra du 3 au 5 décembre 2024. Organisée par la Commission de l'Union africaine, cette réunion cruciale se concentrera sur l'approbation d'initiatives stratégiques visant à faire progresser le développement durable en Afrique en s'appuyant sur les résultats de la 4e session ordinaire tenue à Zanzibar en Tanzanie en septembre 2023. Ainsi, durant 3 jours, les ministres africains en charge de l'énergie et des transports examineront et approuveront les stratégies clés de l'Union africaine en matière de carburants alternatifs et d'efficacité énergétique. Ceci dans le but de promouvoir la durabilité dans le développement des infrastructures sur le continent, tout en jetant les bases d'un développement plus cohérent, plus responsable face au climat. Les Market Days 2024 de l'Africa Investment Forum se tiendront du 4 au 6 décembre 2024 à Rabat au Maroc. Cet événement organisé par les partenaires fondateurs de l'Africa Invest Forum, comprenant la Banque africaine de développement Afreximbank, Africa Finance Corporation, Africa 50, la Development Bank of Southern Africa, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement et la Trade and Development Bank, mettra en avant-thème tirer parti des partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure. Lancé en 2018, les Market Days constituent le cœur de l'Africa Investment Forum. Il rassemble chaque année des promoteurs de projets, des responsables gouvernementaux et des investisseurs clés pour faciliter la conclusion d'accords concernant des projets prometteurs. Mohamed Doumbia, directeur du Fonds africain pour la culture, s'illustre par ses initiatives dynamiques en faveur de la coopération et du soutien aux artistes africains. Depuis sa prise de fonction en 2021, il a impulsé des programmes stratégiques qui ont permis de distribuer 2,5 millions de dollars en 2023, impactant positivement plus de 500 projets culturels en renforçant les infrastructures et collaborations sur tout le continent. Philippe Akwa dresse pour nous son portrait. Mohamed Doumbia est le directeur du Fonds africain pour la culture, un organisme central pour le soutien et la promotion des initiatives culturelles sur le continent. Homme de conviction et d'engagement, Doumbia a forgé son parcours dans le monde des arts et de la gestion culturelle, avec une expérience diversifiée qui lui confère une perspective unique sur les défis et les opportunités du secteur. Avant de rejoindre le fonds, il a dirigé divers projets visant à valoriser le patrimoine africain et à encourager la création contemporaine, bâtissant une réputation d'expertise et de leadership. Et à travers les politiques culturelles lancées depuis quelques années, dans plusieurs années, les 10 dernières années sur le continent, notamment, je pense que les États doivent mettre en œuvre ces politiques culturelles pour soutenir les ICC. Parce que, comme vous le venez de le dire, les ICC, c'est 3% du PIB sur le continent africain et 30 millions d'habitants. Pour la majeure partie, elles touchent les jeunes et les femmes. Et donc les moteurs de l'économie. Depuis son entrée en fonction, Mohamed Doumbia a mis en place des initiatives stratégiques pour renforcer la coopération culturelle entre les pays africains. Sous sa direction, le fonds a lancé des programmes de financement pour soutenir les artistes et les collectifs artistiques, favorisant l'émergence de nouvelles voies créatives. Par exemple, en 2023, selon le rapport annuel du Fonds africain pour la culture, le fonds a octroyé plus de 500 subventions, totalisant un montant de 2,5 millions de dollars pour des projets liés à la musique, au théâtre et aux arts visuels. Ces initiatives ont permis à de nombreux talents de rayonner au-delà de leurs frontières nationales. Les ICC, c'est 3% du PIB sur le continent africain et 30 millions d'habitants. Pour la majeure partie, elles touchent les jeunes et les femmes. Et donc les moteurs de l'économie sur notre continent. Donc il est important que ce secteur soit soutenu, que l'État s'engage davantage à investir dans le secteur culturel. Il y a des initiatives telles que le Fonds africain et comme aussi l'initiative de l'Union africaine par rapport au 1% accordé au minimum au secteur, dans les budgets nationaux au secteur culturel. Je pense que c'est des initiatives qu'il faut vraiment pousser de sorte que nous ayons un impact plus significatif au niveau des ICC. Mohamed Doumbia s'est également concentré sur le renforcement des infrastructures culturelles en Afrique. Il a piloté la création de réseaux de collaboration entre institutions culturelles et académiques pour stimuler l'échange d'idées et de compétences. En 2024,
Dans un rapport su l'état des partenariats du fonds, plus de 200 institutions ont été impliquées dans ces initiatives, promouvant des solutions locales aux problèmes communs. L'objectif est d'établir un écosystème où les acteurs culturels puissent s'appuyer mutuellement et renforcer la durabilité du secteur. Le Fonds africain pour la culture se veut un fonds souverain. Alors, elle a une politique qui vise à mobiliser le maximum de ressources sur le continent, c'est-à-dire en essayant d'impliquer davantage le secteur privé africain, inciter davantage le secteur privé africain à investir dans le secteur culturel, mais notamment aussi avec bien évidemment des partenariats publics-privés qui peuvent permettre d'augmenter et d'accroître la capacité des échanges entre les acteurs culturels sur le continent. Parmi ces réalisations phares, on note la création d'un fonds spécial pour les jeunes créateurs, destiné à soutenir l'innovation et l'expression artistique des nouvelles générations. Selon le rapport spécial sur l'impact des initiatives culturelles 2024, ce projet, doté d'un budget initial de $1 million, a déjà permis à plus de 300 jeunes artistes de concrétiser leurs projets de gagner en visibilité, contribuant ainsi à dynamiser le paysage culturel africain et à promouvoir une image positive et diversifiée de la culture sur la scène internationale. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.